d'accueillir Iris Degen et Delphine Wirth. Le 8 mars dernier, nous avions déjà accueilli Iris Degen, qui est ingénieure en désamiantage et génie civil chez MDD et membre de l'association Femmes Ingénieurs, et était venue à ce titre nous présenter l'enquête annuelle ECF sous l'angle ingénieur et scientifique de France, sous l'angle de la parité et l'égalité professionnelle. Nous avions vu que si les entreprises déplorent le manque d'ingénieurs sur le marché, l'étude révèle qu'un plafond de verre est toujours persistant et que puisque 42% d'entre elles n'ont ni responsabilité hiérarchique ni budgétaire. Alors nous souhaitions les réinviter parce qu'elles ont une action au niveau des témoignages des femmes ingénieurs dans les milieux scolaires pour faire découvrir ces métiers scientifiques et d'ingénieurs. Et les formations à l'heure actuelle manquent à remplir leur formation et également les employeurs ont des problèmes de recrutement. Alors, j'avais une petite question pour Iris et Delphine. Pourquoi êtes-vous rentrée dans cette association et qu'est-ce que vous faites au niveau des interventions en milieu scolaire et comment ça fonctionne? Tu veux commencer? Je veux bien, oui. Moi, je suis rentrée chez Femmes Ingénieurs tout de suite après mon diplôme. J'avais quand même pris conscience quand j'étais étudiante que on n'était pas beaucoup de femmes, que ça faisait qu'on avait un parcours qui était différent de celui des garçons, pas parce qu'on était différentes, mais parce que du coup on avait un vécu forcément différent du fait d'être moins nombreuses. Puis j'avais bien compris que les stéréotypes des scientifiques, les stéréotypes des ingénieurs, ça ne correspondait pas à quelqu'un comme moi. Et j'avais envie de soutenir et partager mon expérience, de soutenir les plus jeunes filles qui auraient voulu s'orienter dans les sciences, mais qui n'avaient pas d'informations. Moi, j'ai eu la chance d'être d'un milieu socio-culturel plutôt privilégié qui m'a permis d'avoir les informations pour accéder à un diplôme d'ingénieur. Et je voulais partager vraiment cette information au plus grand nombre de jeunes, plus spécialement les jeunes filles. Et donc aujourd'hui, 15 ans plus tard, je suis toujours chez Femmes Ingénieurs et principalement, je vais dans les collèges et les lycées pour parler de mon métier, de mon parcours et plus généralement, essayer d'initier une discussion sur les stéréotypes de genre vis-à-vis du monde professionnel et des milieux scientifiques. Et 15 ans après, je trouve qu'il y a des choses qui changent, il y a des choses qui progressent, mais il y a toujours des stéréotypes qui perdurent. Donc voilà, on est toujours, comment dire, on a toujours besoin de nous. Oui, Iris? Merci Delphine. Oui, donc moi j'ai toujours eu la fibre ingénieur, je pense, depuis toute petite. Ma passion c'est construire et donc le génie civil très très vite ça m'a attiré et pour moi c'était une évidence, je voulais y aller. Que moi les stéréotypes de genre et les difficultés qu'on peut rencontrer en tant que femme, en fait je les ai jamais perçus très très longtemps tout au long des études. Bon, j'ai bien vu que on n'était pas beaucoup de femmes du tout, du tout, du tout. Mais bon, voilà, ça ne me faisait rien du tout. J'ai commencé à travailler, ça s'est extrêmement bien passé sur les chantiers, avec les ouvriers. C'est là où m'a prédit le plus de difficultés. Au final, pas du tout, ni avec les clients, avec personne, j'avais des soucis. Et puis, je suis tombée enceinte. Et c'est là où, d'un coup, tout un tas de problèmes me sont tombés dessus parce qu'il s'est avéré que j'étais dans une entreprise où les cadres, elles ne tombaient jamais enceintes puisqu'il n'y avait que les hommes. Et depuis toujours, il n'y avait que des hommes. J'étais une des premières femmes et ça crée énormément d'émoi. Donc, j'ai vécu 3 ans de harcèlement moral, voilà, le temps de faire mes 2 enfants et de me casser. Et suite à ça, j'avais énormément de choses à travailler. J'étais pleine de colère et tout. Je voulais agir pour. Si c'est arrivé à moi, au moins que ça arrive à moins d'autres femmes quand même, parce que j'estimais que vraiment, c'est vraiment des problèmes d'un ancien temps. Je ne pensais même plus que ça existait aujourd'hui.
Et du coup, j'ai cherché et trouvé femme ingénieure où je pouvais être active donc auprès des jeunes dans les écoles, aussi peut-être faire de l'entraide, du réseau entre ingénieurs, voilà, qui potentiellement échangent sur les difficultés, les solutions qu'elles ont trouvées, et voilà, faire un réseau de soutien et de travailler avec des jeunes pour qu'elles voilà, elles aient d'obstacles à passer pour avoir un parcours qui leur correspond. Voilà, et c'est pour ça que je suis ici. Donc maintenant, nous allons passer à la présentation de votre action en milieu scolaire. Si les gens ont des questions, ils peuvent bien sûr les poser au niveau du chat. Et à la fin, il y aura une session questions-réponses. Allez, c'est à vous. On vous laisse. François va charger la présentation. Ah oui, alors ça c'est. Alors je la vois plus, François. Je la vois plus. Tu présentes la. D'accord, oui, ça c'est. Je vais présenter brièvement les activités de l'association et l'association en elle-même. Donc, on fait partie de l'association Femmes Ingénieurs, qui est une association nationale. Notre mission, elle est assez large, en fait, c'est de œuvrer pour la mixité et égalité dans les faits, travailler autour des valeurs communes, en fait. Donc, c'est pas tellement une vision binaire homme-femme pour travailler pour les femmes et pas pour quelqu'un d'autre. Non, c'est vraiment travailler pour l'ouverture d'esprit et pour que chacun et chacune puisse se réaliser dans les métiers qu'elles veulent. Donc, du coup, on travaille sur 4 axes principalement, en fait. Le premier axe, c'est vraiment intervenir en milieu scolaire, à savoir que, bon, avant le Covid, sur toute la France, il y avait en moyenne une intervention en école par jour par le biais de notre association. Le deuxième axe, c'est faire le réseau entre ingénieurs, donc valoriser les parcours, s'entraider et aussi à rendre visible le parcours des femmes ingénieurs. Le troisième axe, c'est de travailler sur la mixité dans les entreprises et avec les entreprises partenaires qui veulent travailler sur ce point-là, y compris pour amener plus de femmes dans leur conseil d'administration. Et le quatrième axe, c'est la visibilité dans les médias et le travail avec les pouvoirs publics, où on est très engagé aussi. Historiquement, voilà, l'association Femmes Ingénieurs existe depuis 1982, donc c'est quand même, ça fait un bon moment qu'on existe. Et on a la petite flèche au milieu là, en fait, qui trace l'évolution du pourcentage de femmes ingénieurs parmi les ingénieurs. Et c'est là qu'on voit que ça évolue peut-être pas très vite, mais ça évolue. Voilà, donc on reste positif. On espère que ça continue dans cette lancée, même si voilà, ça bouge très très lentement. Ici, à nouveau, voilà, on visuel donc les 4 axes d'action qu'on a, voilà, dans les entreprises. Pour la parité dans l'entreprise, dans les conseils d'administration, les salariés, l'enseignement et pouvoir public et médias aussi. Voilà. Donc, voilà, on a plusieurs publications. Une des plus importantes, enfin, mon opinion à moi, c'est vraiment le travail sur l'enquête annuelle de l'IESF qui enquête sur les activités de tous les ingénieurs, voilà, leur salaire, leur évolution, leur bien-être, tous les questionnements spécifiques. Et Femmes Ingénieurs ont fait un extrait pour la citation spécifique des femmes, en fait, pour savoir quelle évolution il y a par rapport aux années précédentes et qu'est-ce qu'on peut en tirer, en fait, sur la situation des femmes ingénieurs en France. Donc, Delphine, je te repasse la main pour la présentation de nos interventions au milieu scolaire. Oui. Oui, alors, du coup, François, tu passes la présentation.
Donc nous, les présentations en intervention scolaire, c'est quelque chose qu'on fait depuis très longtemps. On a un partenariat avec l'éducation nationale, enfin un partenariat, même plus qu'un partenariat, c'est un agrément de l'éducation nationale qui nous autorise à intervenir dans les collèges, les lycées. C'est très important parce que ça veut dire qu'on a un vrai aval de l'éducation nationale pour faire donc ce travail bénévole, entièrement bénévole, au sein des collèges, des lycées, plus particulièrement les écoles, c'est un peu, on ne le fait pas forcément, c'est plutôt d'autres associations qui le font. Donc c'est vraiment une partie importante des actions de femmes ingénieurs. Donc c'est de la sensibilisation des jeunes filles, mais également des jeunes garçons, aux métiers scientifiques, métiers techniques. Et la civilisation, ça participe à la lutte contre le stéréotype de genre par le simple fait que une femme ingénieure vienne leur parler de son métier dans les classes. Déjà, ça, rien que ça change le regard des jeunes. Et pour un bon nombre de jeunes qui n'ont pas d'ingénieur dans leur entourage, c'est un des seuls moments où ils pourront avoir une autre vision des métiers scientifiques, de à quoi servent les métiers scientifiques, de à quoi ressemble le quotidien de scientifiques. Donc il y a un message à faire passer, où on doit soigner effectivement la forme et puis ce qu'on a envie de faire passer. Côté femmes ingénieures, on a à cœur de faire passer un message qui soit non stéréotypé, donc qui considère qu'il n'y a pas de différence fondamentale entre hommes et femmes, que les uns et les autres les unes et les autres ont les mêmes capacités. Et également, on ne veut pas non plus peindre un monde de bisounours où tout serait rose, où bien sûr, il n'y a plus aucun problème, c'est très très facile pour les femmes. Bon, l'expérience d'Iris le montre, il y a effectivement on peut avoir des situations où tout se passe très bien, des situations où effectivement on peut être victime de sexisme à différents moments de sa vie. Et on essaye également quand on parle des métiers d'ingénieur, on sait que c'est des métiers qui sont qualifiés à Bac+5. On ne veut pas non plus sous-entendre qu'il faut absolument être excellent en classe, qu'il n'y a de place, surtout pour les filles, qu'il n'y a de place que pour les femmes très brillantes. C'est un peu le fameux syndrome Marie Curie. Donc Marie Curie, c'est un modèle français qui est très, très prestigieux, mais qui est aussi très écrasant. On n'est pas toutes faites pour devenir Marie Curie, on n'aura pas toutes de prix Nobel, mais par contre, il y a énormément d'ingénieurs en France. C'est un des premières slides. J'essaye de sonder un peu la salle au début de mes interventions avec un petit quiz. Pour savoir un petit peu qu'est-ce que la classe que j'ai en face de moi, qu'est-ce que le groupe de jeunes que j'ai en face de moi sait ou ne sait pas sur les métiers d'ingénieur. Le premier, ça commence à infuser qu'il n'y a pas besoin d'être un génie pour être ingénieur et qu'on est plus d'1 million d'ingénieurs en France. On n'a pas forcément ce sentiment-là qu'il y a plus d'1 million d'ingénieurs en France parce que ce n'est pas une profession qu'on croise souvent, mais c'est le cas. Donc en général, je dis, vous vous rendez compte que s'il n'y a pas 1 million de génies en France et puis que s'il fallait être génie pour être ingénieur, il n'y aurait pas beaucoup de bus qui rouleraient et de métros qui fonctionneraient. Donc ça, c'est une première chose que je fais. J'ai d'autres slides sur les vrais et faux pour sonder un petit peu sur les stéréotypes, sur est-ce que c'est un métier très très prenant, puisque on sait bien, le partage de tâches domestiques étant ce qu'il est et les stéréotypes sur la répartition des tâches domestiques étant ce qu'il est, les jeunes filles sont socialisées dès l'enfance à s'occuper des autres, sont imprégnées du fait qu'elles devront s'occuper de leur famille plus tard, ce qui n'est pas vrai. Les tâches, ça se partage, mais ça peut être un frein pour elles. Moi, je suis née en 84, donc c'est notre génération, mais on m'a dit, quand j'étais lycéenne, prof, ça serait quand même bien, parce que tu pourrais t'occuper de tes enfants. On est encore aujourd'hui, même, j'ai 38 ans, mais encore aujourd'hui, il y a des jeunes filles à qui on dit, ah là là, prof, ça serait quand même mieux pour s'occuper des enfants. Donc c'est pas forcément, on peut, Iris a des enfants, j'ai une petite fille, on peut avoir des enfants, une vie de famille et s'occuper et être ingénieur. Le diplôme d'ingénieur qui permet de faire du management, c'est pour montrer qu'on n'est pas obligé de s'enfermer dans sa spécialité. Parce que c'est aussi une peur, oui, oh là là, si je fais une spécialité très pointue scientifique, mais si je m'en lasse, si je n'en veux plus, est-ce que je pourrais faire autre chose? Donc c'est vrai
On peut faire autre chose. Voilà, à titre personnel, j'ai un diplôme de mécanique des fluides. Aujourd'hui, je fais des outillages spécialisés, donc je suis plus souvent à raisonner sur des méthodes d'usinage que sur des fluides. Donc, on peut faire beaucoup de choses. Voilà, là, c'est le fameux stéréotype du geek. Je pense qu'on l'a tous en tête. C'est aussi un stéréotype qui fait beaucoup de mal vis-à-vis des jeunes filles. Hein. Voilà, c'est encore très très prégnant. Hein, le geek fan de jeux vidéo qui est tout seul dans sa chambre. Même si aujourd'hui on sait qu'il y a beaucoup de femmes qui jouent aux jeux vidéo, il y a beaucoup de femmes qui aiment l'informatique, mais le stéréotype fait que certaines hésitent à s'y engouffrer parce qu'elles n'y correspondent pas. La suite, et voilà. Et on sait que pour ce qui est des filières techniciens-ingénieurs, on est en concurrence, je mets entre guillemets, parce que bien sûr, chacun a des goûts différents et c'est tant mieux. Voilà, beaucoup de jeunes filles hésitent en général entre faire sciences de l'ingénieur ou plutôt s'orienter vers le santé, le vivant. Et c'est très difficile de faire médecine, on le sait, mais pour autant, si on est intéressé par la bio, le vivant, l'environnement, eh bien, on peut aussi, avec une filière d'ingénieur, le faire. Donc, ça nous permet de donner une information complète aux jeunes filles, principalement, et même aux jeunes garçons qui hésiteraient, qui ont peur de se fermer des portes. Et ça, c'est l'argument financier. Donc, ça va avec la démarche d'inclusion parce que c'est pas non seulement les femmes qui sont éloignées des filières d'ingénieurs, hein, c'est également plus généralement les enfants de milieux plus populaires parce qu'il y a un stéréotype sur le fait que les longues études ça coûte très cher. Sur des longues études, ça coûte plus cher que de faire des études courtes. Par contre, on a en tête un modèle d'école privée type école de commerce à plusieurs milliers d'euros l'année. C'est pas forcément le cas pour des écoles d'ingénieurs et c'est surtout beaucoup d'écoles qui se tournent vers de l'alternance, ce qui permet de financer ses études. Donc ça aussi, on essaye aussi d'être sur ce plan-là, sachant qu'aussi que d'un point de vue d'égalité des sexes, les études sociologiques montrent qu'encore aujourd'hui, les familles ont tendance à plus investir financièrement dans les études des garçons qu'en les études des filles. Donc voilà, on sait que le financement des études est plus un frein pour les jeunes filles que pour les jeunes garçons. Donc c'est aussi important de parler de ce volet-là, à mon sens. Je crois que le vrai faux est quasiment terminé. Voilà. Et c'était pour la proportion de femmes ingénieurs, pour dire qu'il y a 230 000 ingénieurs en France et à comparaison, il y a un peu plus de 100 000 femmes médecins. Ça, c'est une statistique qui fait vraiment hausser les sourcils de tout le monde, y compris les profs, y compris les parents, parce que des femmes médecins, on en voit plein. On a l'impression que c'est très commun, et c'est vrai, parce qu'un médecin sur deux est une femme, mais on n'a pas conscience qu'au final, en valeur absolue, il y a 2 fois plus d'ingénieurs que de médecins. Et ça permet de remettre les choses en perspective. Et une femme ingénieure, c'est pas une bizarrerie. C'est pas du tout une bizarrerie, il y en a beaucoup. Voilà, donc ça, c'est la manière de montrer mes 5 bonnes raisons de devenir ingénieur. Puisqu'évidemment, moi, si je viens partager mon métier, c'est que il m'épanouit et il me convient très bien. Comme dans mon vrai faux, j'ai passé assez rapidement, François, sur cette partie-là, puisqu'on en a un peu parlé dans le vrai faux. Il y a des secteurs multiples, des grosses possibilités d'évolution. Aujourd'hui, en plus, comme on montre beaucoup des images de reconversion, on parle beaucoup de personnes qui se reconvertissent, qui évoluent. Donc, c'est quelque chose qui parle beaucoup aux jeunes. J'avais aussi donc la question du taux de chômage qui était très bas, puisque la question des débouchés est très prégnante, autant pour les parents que pour les jeunes. Donc, effectivement, choisir une filière technique, ça permet d'avoir un métier, des salaires qui sont très confortables. Donc, je compare à chaque fois le salaire net mensuel médian parce que quand on a 14-15 ans, on ne se rend pas forcément compte de ce que gagnent les Français, ce qui correspond à un salaire élevé en France, pas élevé en France. Donc, ça permet de constater que un ingénieur en début de carrière gagne au-dessus du salaire médian et un technicien en début de carrière n'est finalement pas si éloigné, puisque les jeunes aiment bien demander combien on gagne, mais en fait, c'est très flou pour eux, donc je préfère vraiment le comparer à un salaire médian. Et le dernier, le numéro 5, c'était que c'était un métier passionnant.
où je parle de changer le monde d'aujourd'hui et de fabriquer le monde de demain. Parce que j'ai l'impression que, voilà, que les jeunes et puis les personnes qui ne sont pas forcément dans les filières scientifiques estiment qu'on est arrivé à un point où on n'améliorera plus les choses, qu'on est arrivé à un plateau technologique où il n'y a plus rien à inventer, il n'y a plus rien à faire. Donc, c'est évidemment pas du tout le cas. Et donc, cette slide me sert de tremplin pour parler de eh bien, à quoi servent les sciences. Et puis de ce que fait un ingénieur. Donc là, c'est ma slide personnelle. Donc après, chacun se présente de la manière dont il a envie. Moi, j'en ai fait qu'une avec des photos de mon parcours. J'ai mis des photos où on me voit moi et ma chef. Je précise que c'est une chef des années que j'ai passées sur chantier. Donc, voilà. Changer un peu les représentations physiques qu'on se fait des femmes ingénieurs et du monde du chantier. Après, donc voilà, ça c'est à chacun, chacune de présenter de la manière dont vous avez envie votre parcours, votre carrière, ce que vous avez envie de mettre en valeur, ce qui vous a plu dans votre carrière. Moi, j'ai eu la chance je suis partie à l'étranger et pendant mes études et dans le cadre de mon travail, c'est quelque chose, une expérience que j'ai vraiment énormément appréciée, donc j'ai envie de la partager. Donc après, chacun peut mettre en lumière ce qu'il ou elle a envie. Sur les slides suivantes, c'est des choses plus génériques pour alimenter la discussion, parce qu'évidemment, quand on vient parler de son métier, on a envie aussi de parler de tout ce qu'on peut faire, toute la variété des métiers d'ingénieur, puisque parfois, comme je l'ai dit, les jeunes, c'est peut-être la seule personne ingénieure qu'ils vont rencontrer. Donc, on a envie de leur dire, alors si ce que je vous fais, ça ne vous plaît pas, vous inquiétez pas, il y a plein d'autres choses possibles de faire. Donc là, c'est les deux slides qui viennent, ça permet de faire un tour d'horizon de toutes les fonctions d'ingénieur, depuis les études jusqu'à la gestion de projet. Donc, ce qui permet de donner des exemples et puis de montrer le tour d'horizon. Les slides qui viennent, c'est plus pour faire parler les jeunes. Je m'en sers beaucoup en collège, où parfois c'est très flou pour eux. Et donc, j'essaie d'actualiser régulièrement ces images vis-à-vis de l'actualité pour les faire parler de à quoi ça sert les sciences. Donc, par exemple, quand je mets TikTok et la Switch, en général, les plus réfractaires se réveillent et découvrent que je travaille dans les jeux vidéo, c'est des sciences. Effectivement, ça permet pour beaucoup de jeunes de faire un petit, de faire un regain d'intérêt et de faire un petit déclic, de se dire, ah oui, en fait, au quotidien, j'utilise les sciences. J'ai mon téléphone, j'ai ma Switch, et puis voilà, les transports en commun. Donc, je vais en bus, en métro, en voiture, au collège, au lycée. Et donc, ces slides, ça vise vraiment à leur montrer qu'ils sont entourés au quotidien d'éléments technologiques qui doivent être améliorés, puisque aujourd'hui, avec la crise climatique, les jeunes sont très, très conscients de ce qui ne va pas, ce qu'il faut améliorer. Et ça leur permet de leur tendre une petite perche en disant, regardez, voici ce que vous pouvez faire si vous choisissez de faire des sciences. Voilà, moi aussi, génie civil avec un exemple grenoblois et lyonnais, donc ça, pas de jaloux. Et puis le médical aussi, effectivement, les robots chirurgiens, ce ne sont pas les médecins qui les développent, ce sont bien des ingénieurs et des scientifiques. Et ça c'est ils le savent, les jeunes, mais on ne met pas le doigt dessus, donc ça permet vraiment de mettre les choses à plat sur tout ce qu'on peut faire, je crois. Voilà. Après, je passe de manière plus précise sur les parcours d'accès au diplôme d'ingénieur. En général, en collège, je passe rapidement parce que c'est encore loin pour eux. Les lycéens ont beaucoup plus de questions très précises. Donc, c'est à ce moment-là que je ne veux pas dire il faut 10 de moyenne en maths, il faut 17 de moyenne en chimie, il faut avoir eu son brevet avec tant de moyenne, parce que c'est pas le cas, c'est pas vrai. Que je préfère parler de l'appétence pour les sciences, de la curiosité, et je parle également du travail en équipe, du français, des langues, pour glisser aussi le fait que c'est pas parce qu'on a choisi les sciences qu'on va toujours aligner des formules mathématiques au tableau pendant 40 ans, c'est faux. Et donc, ce n'est pas la seule chose qu'on nous demande. Le fameux tableau des voies d'accès. Donc,
moi, je le commente donc en me servant de mon propre parcours et ensuite je parle des tableaux suivants. Sur celui-ci, si vous ne vous sentez pas à l'aise, ce n'est pas une obligation de parler de toutes les voies d'accès qui existent. Par contre, ce que je fais, c'est que j'insiste bien sur le fait qu'il n'y a pas une voie qui va être meilleure qu'une autre. J'insiste sur le fait que tout le monde ne peut pas avoir Polytechnique ou Centrale Paris, mais que même ceux qui n'ont pas ces écoles-là auront un métier intéressant, épanouissant et bien payé. Et surtout que les voies doivent être choisies en fonction de son caractère et de ses appétences. Quelqu'un qui aime bien les TP, qui aime bien le concret, sera beaucoup plus à l'aise en BTS, en DUT, qu'en classe prépa, où ça peut être très, très abstrait. Inversement, quelqu'un qui a besoin d'être rassuré, à intervalles réguliers sur son travail, sa progression, sera peut-être mal à l'aise à la fac, où il n'y a vraiment que l'échéance des partiels, par rapport à une classe prépa où on est à l'école toutes les semaines. Donc, ça me permet d'aborder un peu, voilà, de commencer à les faire réfléchir et d'insister aussi sur le fait qu'il n'y a pas une voie idéale pour aller faire des sciences. Ça me semble vraiment important d'insister sur la diversité de parcours, la diversité de voies d'accès, parce que ça amène sur le fait qu'on a besoin de profils très divers. La slide sur laquelle je passe toujours un peu de temps avec les jeunes sur le financement, principalement les lycéens, parce que c'est vraiment une pression que certains ont. Et je parle beaucoup de l'alternance. En tout cas, dans mon entreprise, on a très fort recours à l'alternance. On a plusieurs alternants chaque année dans les équipes. À titre personnel, je trouve à chaque fois que c'est des jeunes hommes, femmes qui sont très motivés, qui sont très compétents. Une fois qu'ils ont terminé, on a très envie de les embaucher, on a très envie qu'ils restent avec nous. Donc, j'insiste vraiment sur le fait que l'alternance, c'est pas un sous-parcours et c'est vraiment un parcours d'études qui est extrêmement valable et qui permet de financer ses études. Donc, pareil, si vous avez des expériences d'alternants ou d'apprentis qui sont passés dans vos services, n'hésitez pas à en parler parce que ça rassure toujours les jeunes quand on dit « Ah, moi, j'ai des alternants, ça se passe super bien et on veut les embaucher ». Ça permet de leur donner des arguments, par exemple, à leurs parents ou de les convaincre eux-mêmes s'ils veulent se lancer dans des alternances. Je repasse un moment sur le pourcentage de femmes ingénieures. Alors, s'ils ont bien écouté le vrai-faux, en général, ils ont la proportion qui est de à peu près 25%. J'essaye de la mettre à jour. Est-ce que c'est bien ça, François? J'ai raison, c'est bien 24 ou 25%. C'est la slide suivante. Voilà, c'est 23% et 28% chez les moins de 30 ans. Et voilà, j'explique que c'est pas du tout une rareté, qu'elles sont bienvenues dans les entreprises. Et encore une fois, il ne s'agit pas de faire le bisounours en disant qu'il n'y a pas de problème. C'est juste, c'est très factuel, se dire, il y a des femmes ingénieurs qui travaillent dans les entreprises de tous âges. Donc, ça existe, ce n'est pas une rareté. Ces deux slides sont plus pour donner des rôles modèles aux jeunes parce que on connaît pas beaucoup d'ingénieurs, puis des fois beaucoup de vieux messieurs tels que messieurs Bienvenue et Diesel, mais il y a toujours eu des femmes scientifiques, même si elles n'avaient pas forcément accès à la même éducation que les hommes. Donc j'avais cité Mesdames Anderson et Telkes qui avaient inventé respectivement l'essuie-glace et le chauffage à énergie solaire. Et la seconde slide de plus sur le XXe siècle, où j'avais mentionné Eddie Lamar, Catherine Johnson, qui je crois que j'ai mis à jour parce qu'elle est décédée récemment, l'inventeur du téléphone portable et l'inventeur de la PlayStation, qui sont des équipements quasiment du quotidien, surtout pour les jeunes. J'ai vraiment essayé de faire une liste de personnes diverses, des hommes, des femmes, des personnes de couleur, parce que pour que chacun et chacune puisse s'identifier. Et ça permet de donner de faire aussi parler encore une fois de plus sur qu'est-ce qui existe, à quoi ça sert d'être ingénieur et quelle place ont les ingénieurs dans le monde d'aujourd'hui. Toute leur place, c'est la réponse.
Et cette dernière slide, c'est si jamais ces questions-là, on ne me les pose pas, et comme, encore une fois, je ne veux pas être dans le monde des bisounours, eh bien, je les aborde moi-même. Donc, je parle de mes horaires, je parle de la conciliation vie privée, vie pro, je parle effectivement de si des fois où j'ai pu rencontrer du sexisme, des fois au contraire où j'ai pu rencontrer du soutien. C'est vraiment important de ne pas être dithyrambique, de ne pas camoufler. On n'est pas là pour de pas camoufler des choses. On n'est pas là pour leur dire ah non non c'est horrible, on est complètement discriminé parce que du coup c'est pas très vendeur. Et puis si on continue à exercer ce métier et qu'on vient en parler, c'est que quelque part on a envie de convaincre d'autres personnes. Pour autant, si on est trop insistant sur allez les filles, allez-y, ça fait vraiment trop beau pour être vrai et trop forcé. Donc le mieux c'est vraiment d'être d'être naturel. Et puis j'ai tendance à admettre, je commence en général, mais quand on pose la question de discrimination, du sexisme, je commence ma réponse en disant, vous savez, nous vivons dans une société qui est raciste, sexiste, homophobe. Donc le monde de l'entreprise est à son image. Pour autant, on a des outils pour s'en prémunir, s'en protéger. Et donc là, je peux parler des moyens qu'on a. Effectivement, le soutien dont Iris parlait entre femmes dans des réseaux de femmes. Effectivement, le droit du travail, la loi et le changement des mentalités. On va passer à la session questions-réponses. Bravo pour le support. Ça a d'ailleurs été mis en commentaire et c'est vrai que c'est extrêmement bien fait. Alors, est-ce que c'est possible de faire une première intervention avec quelqu'un de plus expérimenté pour la première fois Je t'ai pas mis la même. Après, il reviendra assez de fois. D'accord. Alors, comment vous faites la première fois que la personne va en mode va présenter? Est-ce qu'elle y va toute seule comme une grande? Est-ce que ou est-ce qu'elle parce que des fois c'est vrai que la première fois on est un tout petit peu démuni en fait. Ah oui. Alors, on essaye au maximum. Donc on est toutes bénévoles. Les interventions au collège-lycée se font la plupart du temps sur la journée. Donc, en ce qui me concerne, c'est sur mon temps libre. Donc, il faut que je prenne une après-midi ou autre. Et si la personne demande à être en binôme pour une première fois, on essaie de s'arranger au mieux pour être en binôme. Il y a quelques interventions qui se font le vendredi soir, le samedi matin. Donc, ça, c'est idéal. En général, on précise, on dit idéal pour débuter parce que on est plusieurs. Donc, c'est plus simple. Et alors, si une personne d'expérimentée peut se rendre disponible pour faire une intervention en duo, en général, moi, je suis toujours disponible, Iris également, pour discuter en visio, au téléphone, 10 minutes, un quart d'heure, 20 minutes, le temps qu'il faut pour discuter ensemble de ce qu'il faut faire. Je comprends l'appréhension parce qu'aujourd'hui, je suis toujours beaucoup plus à l'aise dans une réunion de chantier avec 20 mécanos qu'avec une classe de 25 élèves. Être prof, c'est un métier, c'est pas du tout le même exercice, c'est pas du tout les mêmes interactions. C'est vrai déjà que le support en lui-même, je ne sais pas comment je l'aurais conçu et c'est vrai qu'il est très bien fait, donc ça doit aider un petit peu à... Je vous remercie, mais le support, on le partage du coup. Il y avait une question, c'est est-ce que s'il y a des gens qui sont des profs qui sont intéressés, est-ce qu'ils peuvent venir pour solliciter comment ça se fait, dans quel collège vous y allez, comment vous choisissez vos interventions, comment c'est fait en fait? Alors, donc nous, on intervient a priori dans tout établissement scolaire, privé ou public, collège et lycée. On a un formulaire d'inscription. Donc moi, oui, ça fait partie des liens que je peux qu'on pourra donner à la fin avec les ressources. On a un formulaire d'inscription où le prof principal, le prof CPE ou directeur d'établissement peut remplir avec donner des créneaux estimatifs pour intervenir. Voilà, donc après, encore une fois, donc on est bénévole et on essaye au maximum de répondre aux demandes d'intervention.
C'est plus simple si on a un peu le choix dans les créneaux, dans les jours et les dates. C'est vrai que donner une date pile avec un horaire très précis, c'est un peu plus compliqué pour que quelqu'un se rende disponible, alors que des choses du style, voilà, un lundi, le premier lundi du mois, entre janvier et avril, c'est un peu plus simple pour nous organiser. Donc, je donnerai l'adresse du formulaire d'inscription. D'accord. Après, on avait la première question, c'était quel conseil vous donneriez à une jeune femme qui arrive dans une équipe qui arrive purement masculine? Je pense que c'est pour Iris, ça. Moi, je veux bien, parce que toutes les équipes où j'étais ont toujours été purement masculines. Et avec du recul, en fait, ce qui m'a le plus aidé, en fait, c'est clairement la politique de l'entreprise, en fait, où, dans mon cas, en fait, tous mes chefs ont toujours été des hommes. Mais en fait, une volonté très clairement affichée du chef de faire en sorte que ça se passe bien, en fait. Ça veut dire, mon premier boulot, c'était conductrice de travaux dans une PME. J'étais de loin. Là, il y avait une secrétaire, hein, mais sinon, j'étais la seule femme. J'étais la première conductrice de travaux qu'ils n'ont jamais vue. Les ouvriers ne connaissaient pas ça. Mais en fait, vu que le boss m'a introduit dès le premier jour, dire voilà, c'est Iris, c'est votre conductrice de travaux. En gros, il a fait passer le message que lui, il y croit. Il veut que ça marche. Il attend de tout le monde qui me respecte et qu'il a présenté ça comme une évidence, en fait. Et du coup, il a parlé toujours du grand enthousiasme de mon travail. Et voilà, Iris a fait ci, c'est grâce à Iris que vous avez ci et ça. Et du coup, en fait, dès le départ, peut-être qu'il y avait à la base des velléités de faire des blagues ou je ne sais pas, mais du coup, personne ne les a fait. Personne ne les a fait parce que c'était clair et net qu'ils allaient passer pour des lourds, en fait, que non, en fait, non. Alors qu'il y a d'autres entreprises où la culture d'entreprise n'est pas la même, c'est une culture, il y a des cultures d'entreprise qui favorisent la discrimination et d'autres qui, justement, travaillent contre. Et ça, alors, pour le premier boulot, c'est difficile de s'en rendre compte parce qu'on ne connaît pas trop les signaux. Mais une fois qu'on connaît un petit peu, je pense que c'est déjà à l'entretien d'embauche, on peut poser 2-3 questions à savoir comment vous gérez-vous quand il y a des remarques sexistes, est-ce que ça existe chez vous et surtout quelles sont les actions que vous mettez en place. Et si les entreprises disent dès le départ, ah ben non, chez nous, ça n'existait pas, hein, et juste qu'ils nient toute la problématique, ben en fait, je trouve que c'est ça le plus difficile. Parce que les entreprises qui nient que ça existe, ben, ils ne le voient pas en fait. Ils avancent avec des œillères, ils ne verront pas les problèmes. Donc aujourd'hui, je dis, voilà, s'entourer d'alliés, ça peut être d'autres femmes sur les postes similaires ou pas, ou dans les autres, même dans d'autres entreprises, et surtout de faire en sorte qu'on a toujours l'appui de son supérieur direct. Si je peux ajouter, si je peux ajouter quelque chose sur la réponse d'Iris, je suis tout à fait d'accord avec ce qu'elle a dit, hein, ça dépend vraiment de la culture d'entreprise. Pareil, donc, aujourd'hui, je suis seule femme de mon équipe, ça n'a pas toujours été le cas. Et d'ailleurs, aujourd'hui, je suis dans un bureau, enfin, je travaille de bureau, je suis seule femme de mon équipe. Alors, quand j'étais sur les chantiers, on était beaucoup plus de femmes, allez savoir. Et c'est vrai que aussi d'avoir d'autres femmes, d'autres collègues avec qui on peut partager, se retrouver le temps d'un déjeuner, d'un café, si jamais on a eu une situation où on ne se sent pas bien, c'est toujours bien de pouvoir le partager. J'ajoute vis-à-vis pour le choix de l'entreprise, en fait, tous les accords d'entreprise de toutes les entreprises de France sont rendus publics sur le site Légifrance. Et quand vous avez un entretien d'embauche ou que vous visez une entreprise et vous vous rendez sur Légifrance et vous regardez s'il y a des accords égalité pro. Alors aujourd'hui, c'est obligatoire d'en avoir, mais ils n'ont pas tous le même contenu. Et des accords d'égalité professionnelle qui sont bien ficelés ou qui se contentent de faire le minimum légal, enfin, on le voit. Et de voir ce qui est prévu dans l'entreprise vis-à-vis du sexisme, vis-à-vis des discriminations, vis-à-vis des conciliations, vie privée, vie pro, ça permet déjà de se rendre compte de la conscience de la culture de l'entreprise. Et donc vraiment ne pas hésiter à aller faire un tour sur Légifrance. Et c'est voilà pour les grosses et les petites entreprises. Hein. Allez pas hésiter à faire un tour sur Légifrance pour regarder les accords d'entreprise. Vous n'avez pas besoin de demander même au RH pendant l'entretien d'embauche, les accords d'entreprise, les congés, les RTT, vous pouvez tout trouver ça sur Légifrance. Donc, ça vous permet de sentir un peu
l'ambiance finalement. On prend la dernière question. Avez-vous des collèges et lycées ciblés pour faire ces interventions ou est-ce qu'il est possible de trouver d'autres collèges et lycées? La question est de Marie Dupont. Ça rejoint la première. On peut, tout établissement qui nous contacte, on peut y intervenir dans la mesure où on est disponible. Mais du coup, j'ai pu comprendre que s'il y avait des salariés de Nanoélec qui étaient motivés sur Grenoble, on pourra intervenir dans plein de lycées de Grenoble, ça sera super. Alors, c'est ma question suivante. Comment on fait s'il y a des gens qui souhaitent participer à cette action? Comment elles font pour rejoindre votre association? Est-ce qu'il y a quelque chose sur Grenoble ou dans la région? Et comment doit-on faire? Alors, le plus simple, du coup, nous, c'est vrai le barycentre est très lyonnais pour l'instant. On a quelques adhérentes qui sont en Savoie, Haute-Savoie, et on espère très fort avec Nanoélec d'avoir un pôle grenoblois itinérant plus fourni. Pour l'instant, il suffit de envoyer Iris et à moi un mail. On va vous ajouter sur notre mailing list, qui n'est pas du tout une liste de spam. Et notamment, je suis cette mailing list pour partager les demandes d'intervention des différents collèges et lycées, les éventuels événements. Donc, j'ai pas pu partager celui-ci, j'ai pas eu le temps, mais les éventuels webinaires des associations et entreprises partenaires. S'il se passe quelque chose aussi en physique, on le partage. Et voilà, on est un réseau entre guillemets à taille humaine, donc il ne faut pas hésiter aussi à nous envoyer des mails, à nous contacter. Je pense que Iris sera d'accord pour dire qu'on est disponible pour discuter au téléphone si besoin. Tout à fait. Que moi, vu que j'habite à mi-chemin entre Lyon et Grenoble, je peux facilement intervenir sur Grenoble aussi. Donc, voilà. Pour ceux qui ont peur d'intervenir seul. Vous avez combien d'intervenantes? Actuellement, sur notre mailing list, on a une 40aine de personnes. L'année dernière, je pense qu'on a fait, on sortait du contexte Covid, alors c'était compliqué, une dizaine d'interventions, si je ne me trompe pas. Finalement, le nombre de demandes s'équilibre avec le nombre d'intervenants. On va devoir conclure. Donc, toutes les informations, vous les retrouverez pour vous contacter sur le site IRT Nanoélec avec des contacts, le lien avec l'association. Un replay sera disponible. Au niveau Nanoélec, on fait des actions aussi qui sont inscrites dans le développement durable, dont notamment avec nos missions de la soutien de la filière électronique. Et donc, on a organisé cette année pour les 10 ans de Nanoélec un concours. 13 femmes ont accepté de se présenter pour montrer leur diversité des métiers et en quoi les femmes avaient toute leur place dans la recherche technologique. Donc, vous pourrez découvrir sur notre site les 13 profils. On a 3 lauréates. Nadine Guillemot, qui est vice-présidente à l'Université Grenoble-Alpes et qui est ancienne co-directrice du programme formation Nanoélec. Gaëlle Delray, qui est gestionnaire financière senior. C'était pour mettre aussi en avant que des fonctions support sont indispensables pour faire tourner des projets de recherche et pas uniquement que les scientifiques. Et Magali Grégoire, qui est chez ST Microélectronique, spécialiste des matériaux. On vous invite à l'Assemblée générale le 13 décembre à 17h30 à la Maison Minatec où on mettra à l'honneur ces 13 femmes et on remettra des prix. Et on va lancer une dernière vidéo qui est un outil à disposition proposé par Iris et Delphine pour l'intervention, et il y en a d'autres où vous aurez les liens pour vous aider dans les interventions auprès des scolaires. Merci beaucoup Iris et Delphine, merci beaucoup à toutes les personnes qui ont participé et puis à très bientôt. En arrivant devant les élèves, vous allez devoir capter leur attention, et en particulier capter l'attention de ceux et de celles, mais surtout de celles qui ne sont pas a priori intéressés par ce que vous allez dire, en général parce qu'en fait,
il et surtout elle n'imaginent pas du tout de quoi vous allez parler. Il va falloir trouver des exemples qui les intéressent, qui sont curieux, qui étonnent et qui va capter leur attention. Dans le numérique, on a beaucoup d'histoires, de petites histoires, de grandes histoires qu'on ne connaît pas et qui vont attirer l'attention parce qu'elles surprennent. Par exemple, la première personne à avoir écrit un programme informatique, c'est une jeune femme qui s'appelait Ada Lovelace, qui bien sûr l'a fait sur une machine qui était mécanique, mais pour le coup, le premier programme informatique, c'est une femme qui l'a écrit. La première personne à avoir parlé du terme bug, terme qui maintenant est connu par tout le monde et utilisé par tout le monde et que les élèves connaissent, c'est une femme, c'est Grace Hopper. Ça faisait allusion à une mythe qui était coincée dans un relais d'ordinateur, mais effectivement c'était un vrai bug et c'est une femme qui l'a utilisé. Des petites histoires comme ça, non seulement ça capte l'attention, ça amuse, ça surprend, mais surtout ça montre qu'il y avait des femmes dans l'histoire de l'informatique dès le début. Une fois que vous avez capté l'attention des filles avec ce type d'anecdotes amusantes, évitez d'en faire trop. C'est-à-dire à ce moment-là, ne vous tournez pas vers les filles en leur disant « Allez les filles, osez, il n'y a pas de raison, vous pouvez y arriver ». Ça, c'est contre-productif. C'est-à-dire d'une part, c'est relativement vexant, parce qu'on se demande « Mais pourquoi on n'y arrivera pas ?» Et d'autre part, ça rappelle qu'effectivement la société pense que si ça se trouve, vous n'y arriverez pas et qu'il faudra vous encourager. Donc, vous captez leur attention, vous les encouragez, mais ne leur rappelez pas qu'éventuellement ça pourrait être effrayant. Avec ces vidéos, votre passion pour le métier, vous ajoutez votre touche personnelle et vous êtes prêt et prêt à vous lancer.